Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de mec, le podcast où je donne chaque 1er et 15 de chaque mois la parole à un mec pour répondre à une question essentielle mais que pourtant trop peu de gars se posent. C'est quoi pour toi être un mec ? Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, j'aime ouvrir des voies. Voix VOIES, et grâce à mes interviews et à mes contenus, vous ouvrir des chemins sur l'univers de personnes que vous ne connaissez peut-être pas ou pas sous cet angle. J'aime aussi vous apporter des idées ou des concepts que vous n'aviez éventuellement pas encore imaginés. J'aime ouvrir le champ des possibles aux gens qui me suivent. Je fais donc des podcasts d'interviews, mais je suis aussi en direct sur Twitch tous les lundis, les mercredis et les vendredis, et je vous propose également une newsletter hebdomadaire. Vous pouvez aussi me retrouver sur Insta, sur @fabflorent. Vous retrouverez tous les liens et toutes les infos dans les notes de cet épisode. Allez cliquer pour découvrir l'intégralité de mon univers et surtout, abonnez-vous. Cette semaine, je reçois Sam qui a 69 ans. Et attention, il y tient ses 69 ans. On parle de son enfance en Algérie en tant que pied noir, jusqu'à son retour en France, justement pendant la guerre d'Algérie. On parle aussi de sa première fois, lui qui a été éduqué au sexe à l'âge de 17 ans par une quinquagénaire. Spoiler, c'était une amie de sa mère, tout simplement. On parle aussi de son introduction, si je puis dire, dans le milieu libertin parisien à 25 ans. On creuse aussi son rapport aux femmes, lui qui se définit comme un homme viriliste, mais pas macho. De la façon dont il arrive à coucher avec des trentenaires qui pourraient être ses filles, même si, en fait, vous allez entendre, ça ne lui parle pas puisque Sam n'a tout simplement pas d'enfant. On parle aussi du fait de vieillir, lui qui est encore en pleine forme à presque 70 balais, de la bagarre contre le temps qui passe, on cause d'euthanasie aussi. Bref, si vous arrivez à passer le passage où Sam commence à dire « la société est en train de se féminiser », etc., dès qu'il arrête de se prendre pour un chroniqueur chez Pascal Pro et qu'il commence à parler de lui, ça devient super intéressant. Un grand merci à toi Sam d'avoir joué le jeu, c'était vraiment une chouette rencontre et ça fait plaisir de laisser le micro à un mec comme lui pour parler de sa vie. Même si je suis pas d'accord avec tout ce qu'il raconte, j'ai appris plein de choses en discutant avec lui. Nouveauté lors de cette saison, je voudrais vous offrir la possibilité après chaque épisode de m'envoyer une réaction en message vocal. Je sélectionnerai 1 ou 2 ou 3 messages que je diffuserai à la fin de l'épisode suivant et peut-être même que j'y réagirai. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien dans les notes de l'épisode ou envoyez-moi une note vocale par téléphone, pas plus de 3 minutes, sur l'email vocal@fabflorent.com, FABFLERENT. Je vous mets toutes les infos dans les notes. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle écoute. On est avec Samuel donc. Salut Samuel. Salut. Sam. On m'appelle Sam. On t'appelle plutôt Sam. Ouais, exact. Sam, je suis très content de te recevoir dans Histoire de mec. Déjà parce que t'es un mec qui sort un peu, alors par plein d'aspects des invités que j'ai habituellement, mais aussi et avant tout parce qu'en fait t'es un mec qui a 69 ans aujourd'hui. Exact. Bientôt 70. Non, 69 encore. Maintenant, on commence à compter dans l'autre sens. Tu fais gaffe. Ah, je fais gaffe. Ça va être dur de passer 70, tu penses ? Ça va te mettre un coup sur le casque ? Je pense. Ouais. Bon, cette année, c'est encore l'année érotique, donc faut en profiter. Ah. On va en parler justement. T'as un parcours de vie aussi dont on va parler. Tu t'es présenté comme t'as été mercenaire. Alors, moi, j'étais à la gestion d'une société de mercenaires. Ok. J'ai pas acheté de grenades, voilà, mais je gérais les gars. Ok. Sur le terrain. T'as jamais tué personne, quoi. Non, voilà. Ok. Je me posais la question. Non, c'est bien aussi. Non, c'était l'administratif d'une société, mais bon, qui gérait des bonhommes qui étaient loués à des pays. Enfin bon. Et on a été mis en contact par une personne qu'on connaît en commun, qui, moi, m'a dit, alors Sam, c'est génial, tu pourras discuter avec lui aussi, parce que Sam côtoie le milieu libertin depuis des années. Elle n'a pas tort. Et donc on va parler de tout ça aussi parce que je crois que ça a aussi un impact et un rapport à ta propre masculinité aujourd'hui. La première question que je pose à tous mes mecs, c'est en fait c'est quoi pour toi être un mec ? Eh bien écoute, faut être très modeste pour répondre à cette question parce que c'est la question métaphysique par excellence. Qu'est-ce qu'un homme ? Aujourd'hui... Qu'est-ce qu'un homme avec un grand H ou avec un petit H ? Alors, on va répondre avec un grand H. Qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut prendre des définitions. Il y en a qui ont fait des définitions avant nous et autant se cacher derrière les définitions. On peut prendre par exemple Blaise Pascal. L'homme, c'est quoi ? C'est un roseau. Bon, alors après, je sais pas comment il dit. C'est un roseau, c'est l'être le plus faible de la nature, mais c'est un roseau qui pense. Voilà, ça c'est la définition de l'homme. Et après, on vient d'une histoire. Bon, moi, je suis par exemple, avec mon âge d'une génération où on a eu l'image de l'homme, bon, qui était traditionnelle. L'homme, c'était celui qui travaillait, qui ramenait l'argent, qui faisait de la politique.
La femme, c'était celle qui était à la maison, qui élevait les enfants, qui était la bonne ménagère. Voilà, ça, c'était les traditions. Et puis aujourd'hui, il y a une cassure. Donc aujourd'hui, on va dire qu'il y a plusieurs types d'hommes. Mais pour toi, alors pour moi, ta définition à toi. Moi, je suis très simple. Moi, je suis resté dans la catégorie des virilistes. Voilà. Bon. Sans être macho, moi, je pars du principe qu'on fait partie d'une histoire. Il faut continuer à... faut pas avoir peur de son histoire. Il y a des choses bien, des choses pas bien de ce qui a été fait par l'homme. Il faut prendre exemple aussi sur ce qui a été fait, les grands hommes. Voilà. Alors, c'est sûr que la féminisation aujourd'hui de la société a changé les règles. Moi, je le vois aujourd'hui. Il y a des hommes beaucoup plus... Enfin, on va appeler ça plutôt l'homo domestique aujourd'hui, qui s'est féminisé. Alors, est-ce que dans notre société, l'homme se démasculinise, démasculinise ou se féminise? C'est ça la vraie question aujourd'hui. Est-ce que parce que pour toi, il y a une féminisation de la société, il y a pas c'est pas une société qui va vers plus d'égalité entre les hommes et les femmes? Ah non, pas du tout. Je pense qu'on est devant une maladie contagieuse. Tout de suite les grands mots. Ah oui, non, mais il faut y aller, il faut pas avoir peur. Et à partir du moment que le père, tel qu'il a été dans l'histoire, eh bien, c'est la fin d'une génération. Les enfants ont besoin d'un père. Bon, et aujourd'hui, on veut faire des enfants tout seul, on veut faire des choses. La féminisation, ça amène à l'infantilisation de la société. Enfin, ça, c'est mon point de vue tout à fait personnel, et qui n'engage que moi. Ouais. T'as une situation aussi personnelle particulière, qui est assez peu classique, parce que t'as pas d'enfant, et t'as jamais été marié. Exact. Et tu me disais d'ailleurs... c'est fou à quel point tu me disais, j'ai une forme d'admiration pour toi qui a été en couple pendant toutes ces années. Ah, mais j'admire les hommes en couple, j'admire ça parce que je fais partie de ces hommes qui considèrent que d'abord j'aime la vie pour le plaisir de vivre, voilà. J'aime le plaisir, donc ça m'a emmené vers des voies un petit peu parallèles à la vie traditionnelle. Le couple, je pense que c'est quelque chose de très difficile, voilà. Et je n'étais pas prêt à l'affronter. Donc, j'ai préféré rester seul, ne pas faire souffrir. Ça, c'est la règle la plus importante. Ne pas mentir. C'est la règle aussi d'un homme viril. C'est-à-dire, on doit avoir une parole et la respecter. Voilà. Abandonner des enfants, ce n'est pas ma théorie de la vie. Donc, pas d'enfants, comme ça, il n'y a pas d'abandon. Ok. On va en reparler aussi. Il y a un autre truc aussi qui est important dans ton cheminement, c'est que tu me disais que l'un des trucs intéressant de ne pas avoir d'enfant, c'est que tu ne vas pas vieillir, que jamais personne t'appellera grand-père. Ça, c'est la grande phrase. Enfin, elle n'est pas de moi. Hein. C'est Karl Lagerfeld qui avait sorti ça, qui avait dit on ne m'appellera jamais grand-père. Voilà. Donc, et j'ai trouvé ça drôle et je m'en resserre encore aujourd'hui. Tu te retrouves, toi, dans Karl Lagerfeld par certains aspects? Non, pas par le personnage, quand même. Ouais. Non, mais cette phrase était... je trouvais qu'elle était intéressante. Comme il a dit aujourd'hui, les grands groupes de luxe, ce seront les fossoyeurs de la mode. Enfin, voilà. Il a dit des belles choses, ce type-là. Ok. J'aimerais bien comprendre un petit peu d'où vient ton cheminement en tant que, déjà pour commencer, petit garçon, quoi. À quoi tu ressemblais quand tu étais un petit mec? Alors, une véritable éducation traditionnelle française. Bon, alors attends, t'es né en 1952. 52. 52, en Algérie française, fils de pied noir. Fils de bonne famille, entre guillemets, le grand-père professeur à l'Institut Pasteur, un père violoniste, donc on était dans une famille traditionnelle. Ta maman, elle faisait quoi? Mère au foyer, la tradition. Donc on était dans le bon chemin des bons petits Français. Éducation stricte, parce qu'on était à l'étranger, et on avait un respect de la France, de la grande France, le drapeau, toutes ces choses-là, les vraies valeurs. Et puis il y a eu la guerre, 62, le départ, le retour en France. Là, on a découvert aussi qu'on n'était pas du tout... on pensait qu'on était Français, et en réalité, quand on arrivait, on a découvert qu'on n'était pas des Français. Pour beaucoup de Français, on était des colonisateurs, on nous appelait les colons à l'époque, on disait les colons. Bon. Mais nous, on ne savait même pas ce que c'était qu'un colon, on n'en avait jamais vu. Donc on était soit... L'Algérie, c'était beaucoup de fonctionnaires, et puis des petits Français, enfin, ce qu'on appelait des petits Français. Bon. Alors,
ça a fait une cassure quand même dans ta vie. Tu rentres dans un pays où tu l'as admiré, puis tu rentres. Bon. Ça a été difficile, une période difficile pour rentrer dans le moule, quoi. T'avais quel âge à l'époque? T'avais 10 ans alors, J'avais c'est ça? 10 ans. Ok. Donc les écoles, on avait un accent. Alors tout ce que j'entends aujourd'hui, on l'a connu, ça, à cette époque-là. On nous tapait dessus parce qu'on avait un accent. Je suis d'origine israélite, donc en plus, à l'époque, on était encore des youpins. Bon, depuis, les mots ont changé. Il y a des modes dans les noms. Ouais. Et toi, de ton côté, donc tu te fais taper dessus quand t'es au... Petit, à l'école française, on se faisait taper. Quand on est rentré en France, on se faisait taper dessus. Parce qu'on avait un accent. Aujourd'hui, je dis rose, comme tout le monde. Avant, je disais rose. Voilà. Donc, on avait un accent chantant. On mangeait du couscous. Des trucs... Maintenant, tout ça, c'est normal. Ici, on mange du couscous, c'est un plat français. À l'époque, c'était nous, on arrivait avec le couscous, quoi. Ouais, je comprends. Dans les bagages. Comment en partant de là, donc avec, comme tu dis, cette cassure, tu rentres justement dans ton adolescence à l'époque? Non, schéma classique, rien d'exceptionnel. Ça a été la rencontre avec un homme qui m'a donné ma chance professionnellement. Alors, à l'époque, on pouvait quitter les études à 17 ans. Il n'y avait pas de honte à l'époque. C'est ce que tu as fait? C'est ce que j'ai fait. Okay. Et puis, j'ai eu la chance de rentrer dans un groupe immobilier où, à l'époque, on ne te demandait pas d'être bardé de diplôme, on te demandait d'avoir le truc de vendeur, etc. Et puis, si tu faisais tes preuves, tu restais. Voilà. C'était simple. On fait ses preuves, on monte. Et puis, on m'a donné l'occasion de partir en Afrique comme vendeur itinérant pour faire de l'immobilier de placement. Moi, j'avais comme une attirance pour l'Afrique. Venant de l'Afrique du Nord, même l'Afrique noire faisait partie de notre culture. Donc, j'ai dit, je repars. Et puis, j'ai retrouvé les sensations, la chaleur, la moiteur de la vie. Ça m'a beaucoup plu. De là, j'ai encore fait une rencontre. Moi, ma vie n'a été faite que de rencontres exceptionnelles. Donc, voilà. Une autre rencontre qui m'a emmené... mais j'étais tout jeune, là, j'avais 25 ans, un truc comme ça. Qui m'a emmené dans l'entourage de présidents africains. Je venais de l'immobilier, on cherchait des gens pour gérer l'immobilier de ces gens-là, puis de là, j'ai commencé à travailler pour des présidents africains. Alors après la morale, c'est autre chose. Hein. Comment ils ont acquis leurs biens, on va laisser ça de côté. Mais j'ai passé de longues années à... T'avais pas de problème de morale justement avec ça? Ok. Aucune. Non, mais je sais pas, ça pourrait. Non, parce que... Les règles étaient définies à l'époque. Un chef d'État africain, on lui donnait en cadeau des immeubles à Paris ou en Belgique ou en Suisse en échange de marché. Bon, alors maintenant l'hypocrisie fait que on veut pas en entendre parler de rétrocommission, de choses comme ça. Mais c'était ça à l'époque. Donc il y avait pas de problème. Tu crois qu'elles continuent à exister les rétrocommissions de celle-là? Bien sûr. Sous divers. Maintenant, c'est d'autres formes. Mais alors, on peut plus donner un immeuble aujourd'hui, ça c'est sûr. Parce qu'un immeuble, c'est trop visible. Mais ça continue. Hein. Bon, revenons à ton histoire. T'as 25 ans, donc c'est ça à l'époque? 25 ans. En fait, moi, je me demandais un petit peu comment, en venant de ton histoire, t'étais arrivé à cette idée de... pour moi, la vie, c'est le plaisir. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est pas un truc dans lequel enfin, en tout cas, t'as presque l'âge de mon père. Hein, désolé, mon père a 75 balais. Mon père n'a pas été élevé du tout là-dedans. Il a été élevé dans le travail, c'est la besogne, il faut y aller. Enfin, tu vois. Alors après, il vient du Nord, donc c'est un peu différent. Les mines et tout le bordel, le textile. Mais toi, de ton côté, est-ce que ça vient déjà de ton éducation, cette idée la vie, il faut que ce soit une forme de plaisir? Ah non, pas du tout. Donc, je suis élevé dans la tradition juive, avec tout ce que ça comportait, les Shabbats, toutes ces choses-là. Bon. Et puis, j'ai eu l'occasion d'avoir été initié par une femme beaucoup plus âgée que moi. C'était une femme qui devait avoir une 50aine d'années. Bon, alors à l'époque, c'est hyper choquant. Encore aujourd'hui, tout le monde comprend les différences d'âge entre les couples et tout, mais à l'époque... T'avais quel âge? Moi, j'avais 17 ans. Donc c'était l'âge normal à peu près pour les garçons à cette époque-là. Simplement, elle n'avait pas le bon âge, elle avait 50 ans. Bon. Comment tu l'as rencontrée? C'était une amie de ma mère. Comment ta mère, elle vivait ce truc?
Ma mère le sait toujours pas. Sauf si elle écoute ça aujourd'hui, elle va le savoir. Donc, elle savait pas que c'était une de ses amies qui m'a initié. Bon. Et puis, j'ai découvert que c'était plaisant. Alors après, j'ai eu des petites copines de mon âge et je m'ennuyais. Je trouvais ça tristounet, quoi. Parce qu'à l'époque, on avait des sexualités plus réservées, il n'y avait pas encore la pilule, tout ça, c'était très, très compliqué, quoi. Alors qu'avec cette femme, j'avais découvert tous les plaisirs qu'une femme pouvait m'offrir. Donc, je m'ennuyais avec ces jeunes femmes. Bon. Donc, j'étais plutôt attiré par les femmes de 40 ans, 38 cas. C'était, entre guillemets, des vieilles. Bon, aujourd'hui, le mot veut plus dire ça. Non, quoi. mais c'est ça, mais de 17 à 40 ans, ça pourrait être... Mais ça pouvait être ta mère. Ça pourrait être ta mère. Ouais. Donc, c'était, entre guillemets, des vieilles, quoi. Mais elle t'apportait des choses... Et devant tes copains, tu étais plus mûr que les autres, tu avais découvert des choses, tu racontais à tes copains. Les types, ils étaient Alors que l'époque... Et pour le coup, tu baratinais pas, parce qu'il y a souvent ce truc de baratin entre mecs, tu vois. Ah oui, non, là, c'était pas du baratin, c'était des vraies choses que je vivais. Alors qu'on était encore à l'époque du magazine Lui, qui était quand même le summum de l'érotisme, voire de la pornographie en France, quoi. Ouais. Et comment tu vivais, toi, le fait de coucher avec une femme aussi vieille par rapport à l'image que tu avais de toi-même? Ça s'est fait naturellement? Ça s'est fait très naturellement, ça ne m'a posé aucun problème. Par contre, ça m'a permis de découvrir mon corps, ma sexualité. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses qui me plaisaient, ça me plaisait, donc je me plaisais bien là. Tu l'as quand même pas dit à ta mère? Ah non, jamais. Tout à l'heure, tu disais pas de mensonge. Oui. Ah ben attention, ce n'est pas mentir, ne pas tout raconter. Il y a une nuance. Le mensonge par omission, tu veux dire? Ce n'est pas un mensonge. Mentir, pour moi, c'est tromper. Ouais. Ne pas dire, c'est ta réserve personnelle. Okay. Donc, tu mets ça au fond de toi. Bon, là, après, ça concernait quand même ta mère, c'était son amie, quoi. Oui, mais bon, est-ce que... Puis d'abord, tu peux pas casser l'image de ta mère. Ta mère, ça restera toujours ta mère, l'image. Donc, on n'y touche pas. Voilà. Moi, je suis un garçon d'Afrique du Nord. Hein. Donc, l'image de la mère, voilà, c'est sacré, on ne touche pas. Notre mère n'a jamais eu de relation sexuelle, c'est bien connu. On connaît toute cette histoire-là, quoi. Mais encore aujourd'hui, tu es là-dedans, dans cette sacralisation de ta mère ou... Ma mère est toujours de ce monde. Ouais. J'ai toujours un très grand respect pour elle. Ça ne me viendrait pas l'idée de lui raconter mes turpitudes, quoi. Bon, elle s'en est doutée un peu, quand même, parce qu'elle a bien vu. Je suis arrivé à un âge, pas de femme, pas d'enfant. Bon. Sa crainte, quand j'ai eu 40 ans, c'est qu'elle m'a quand même pris par le bras un jour en me disant « Il faut qu'on discute. T'es sûr que t'es pas homosexuel ?» Je lui dis « Non, ça va. Non, parce que t'as pas d'enfant, t'as pas de femme. Je m'inquiète. » Ah, elle s'inquiétait. Alors je lui ai dit « Non, écoute, c'est un choix de vie que j'ai fait. Voilà, de vivre pour moi, voilà, tout simplement. » Elle avait du mal à le comprendre, ce choix de vie? La tradition, toujours. De toute façon, on est fait pour se reproduire, normalement. On est fait pour continuer une histoire. Enfin, c'est l'histoire de la vie, quoi. Ok. Donc, ouais, tu me disais que, en fait, c'est cette femme-là, de 50 ans, qui t'a éduqué à une forme de... Ok, la vie peut être un plaisir, c'est ça? Voilà. Alors, elle m'a montré plein de choses. C'était pas qu'une découverte sexuelle, en fait. Alors, par exemple, j'ai toujours un souvenir très précis. Elle m'avait emmené déjeuner au Georges V. Bon. Alors, à cet âge-là... Ce grand restaurant grand sur hôtel, les champs. ouais, sur l'avenue Georges V, ce qu'on appelle un palace. Mais on n'osait pas. Tu peux pas rentrer quand tu as 17 ans dans ce genre d'endroit. Tu passes devant, tu vois cette grande façade, tu vois le voiturier, le portier, tu vois toutes ces choses-là. Donc, c'est un monde. Et j'étais rentré dans ce monde. Donc ça faisait aussi partie des plaisirs culinaires. À l'époque, elle m'avait offert des chaussures de luxe, dites de luxe à l'époque, dans une boutique sur les Champs-Élysées. Mais tout ça, c'est une époque aussi. Il faut tout remettre dans le contexte. Bien sûr. Les Champs-Élysées, c'était un endroit. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde y va. Il y a des baskets, il y a Nike, il y a n'importe quoi. Ça n'a plus rien à voir, quoi. On n'est plus dans la même définition du luxe, quoi. T'es un peu nostalgique de plein de choses, j'ai remarqué. Ah, mais c'était beau, c'était joli, c'est vrai. Il y avait des hiérarchies, il y avait, tout était bien dans sa case. Voilà. Aujourd'hui, tout est mélangé, quoi. Ok. Oui, tu veux dire, il y a du Nike sur les Champs-Élysées. Ouais, par exemple. Ok. Voilà. Et puis peut-être aujourd'hui porter des Nike, c'est un objet de luxe puisque on voit la valeur de ce genre de produit. Alors qu'on sait que c'est toujours fabriqué en Asie à moins de $10. Bon, ça fait quand même sourire, quoi. Ok. Donc
pour revenir à cette femme, d'un coup d'un seul, c'est une cassure pour toi? Il y a un vrai truc, c'est un vrai changement de mentalité, elle t'amène ailleurs, c'est ça? Alors, je comprends qu'il y a quelque chose, que le plaisir est quelque chose d'important dans le corps. C'est là que je découvre que le plaisir est important. De fil en aiguille, j'ai rencontré une autre femme qui était un petit peu plus âgée que moi, mais moins quand même, et qui, elle, m'a emmené, alors elle m'avait emmené dans un club. Alors ça s'appelait, oui, on peut dire club. C'était un endroit qui est fermé aujourd'hui, donc je peux dire le nom, qui n'existe plus. C'était la ferme d'eau. C'était à Outarville, c'était à côté de Chartres. C'était un corps de ferme qui était fermé. Voilà. Et c'était une adresse qui circulait dans des milieux extrêmement avertis. Mais personne, les petites gens, les gens non pas connus, ne pouvaient pas rentrer. Et elle était adepte de ce genre d'endroit, et elle m'a emmené, elle m'a fait découvrir ce genre d'endroit. Alors bien sûr, la première fois... T'avais quel âge? Moi, c'est pour mes 25 ans. Okay. Voilà. C'est à ce moment-là que j'ai découvert ce monde-là. D'abord, il y avait des visages de gens connus, des gens des médias. Alors déjà, tu vois des gens des médias tout nus, donc ça fait pas pareil que de les voir à la télé. En plus, cette télé, elle n'était pas trop en couleur encore à l'époque. Donc, tu rentres dans ce monde-là. Alors là, tu es rentré dans une autre dimension, quoi. Ça te revalorise. D'un autre côté, ça te rend tout petit, parce que c'était pas effrayant, mais bon, t'es pas à l'aise. Enfin, au début, t'es pas à l'aise. Voilà, tu vois des gens qui pratiquent devant toi, bon, sans aucun tabou. C'était un grand moment. Un grand moment, je reconnais. Ça te fait dire quoi, ça? Qu'est-ce que ça te fait vivre? Ah ben, c'est perturbant. C'est perturbant. C'est-à-dire que ça te fait casser tout ce qu'on t'a appris. La nudité, bon, toutes ces choses-là, bon, les tabous de la sexualité, bon, qui étaient quand même encore à l'époque quelque chose. Bon, aujourd'hui, malheureusement, bon, un enfant de 10-15 ans a accès à la sexualité. Bon. Mais je croyais que post-68, la révolution sexuelle, donc on est bien d'accord que c'était post-68, là? Oui, oui. Et que la révolution sexuelle, c'était la fête du slip, etc. Oui, alors, ça, c'est vrai, mais elle était réservée qu'à une élite intellectuelle. C'est-à-dire qu'on était encore dans un monde où il y avait des ouvriers, des cadres et des dirigeants. Bon. À l'époque, chacun était dans sa case et ne se mélangeait pas. C'est jusqu'aux années 80, jusqu'aux années Mitterrand, un ouvrier est un ouvrier, heureux d'être ouvrier, mais il sait qu'il ne rentrera jamais dans le milieu des cadres. Et les dirigeants ne se mélangeaient pas avec les cadres. Donc, ces milieux-là, qui étaient la sexualité de groupe, on va dire, étaient réservés aux intellectuels à l'époque, ou à des gens extrêmement fortunés. Donc toi, tu pouvais regarder des magazines, mais tu ne pensais pas approcher ces gens-là, et ce milieu-là, qui d'ailleurs n'était pas du tout ouvert, et qui ne voulait pas du tout de mélange. Ok. Et toi, tu rentres là-dedans en tant que gamin de... Alors, tu disais quand même que tu venais d'une bonne famille, donc tu avais quand même des codes, j'imagine. Ouais, donc j'avais de la tenue. Enfin, voilà. Ouais. Bon, je suis un peu caméléon, donc je pouvais m'intégrer. Ça a toujours été ma force dans ma vie, c'est ce côté caméléon. Je peux passer de bas en haut sans aucun problème et vice-versa. Ça te vient d'où? Bon, ça, c'est la nature. T'en as qui arrivent et t'en as qui resteront toujours dans leur monde. Hein. Tu crois que c'est la nature? Ouais, c'est la nature. Ok. Pour moi, il y a aussi une forme d'éducation, tu vois, à apprendre que, en fait, il a déjà avoir une forme de curiosité en fait, il existe ailleurs dans ma bulle, quoi. De ce côté-là, oui, de ce côté-là, oui. On peut dire ça, oui. Il y en a qui veulent s'ouvrir, regarder ce qui se passe, et puis il y en a qui restent dans le chemin qu'on leur a dicté. Hein. Ok. Donc, première expérience à 25 ans dans un club? Ouais. Bon, pas brillante, faut être honnête. J'étais pas du tout à l'aise. Déjà, fallait se déshabiller devant tout le monde. Chose qu'on t'a pas appris. Comment tu l'as vécu? Alors, t'es resté dans ton coin? Je revois très très bien, parce que c'est tellement marquant que je m'en souviens très bien. Il y avait une piscine intérieure. Et la piscine m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire que je suis rentré dans la piscine et je suis resté toute la soirée dans la piscine. Tu regardais, quoi? Voilà, j'ai regardé. Ok. Et comme j'étais dans la piscine, j'étais tranquille. Et en fait, depuis ce jour-là, tu côtoies le milieu libertin, quoi. Alors, cette jeune femme, qui était une femme très avancée pour son époque, célibataire,
Fille d'un colonel, je me souviens, elle était fille d'un colonel, catholique pratiquante. Eh ben. Fallait que le dimanche matin, elle se dépêche d'aller à la messe. Enfin bon, je me souviens de tous ces paramètres. Ah bon, on n'est pas à une contradiction près. Hein. Ah oui, non, mais c'était extraordinaire. On rentrait à des 3-4 heures du matin et elle me disait, faut que je me dépêche parce que demain matin, je vais à la messe avec mes parents. Bon, c'était fabuleux, quoi. C'était tous les interdits, on faisait tomber tous les interdits. On avait un petit côté, on pensait faire la révolution, quoi. Dans ta tête. Ah oui, dans ma tête, oui. C'était la contradiction totale. On était dans la débauche jusqu'à 4 heures du matin. Elle se rhabillait, elle se remettait dans une tenue des plus traditionnelles. Et à 9h ou 9h30, elle était à l'église avec ses parents. C'était où on faisait tomber les tabous. Et toi, par rapport à l'idée que tu as de toi-même en tant que mec, de voir d'autres mecs à poil, comment tu vis ce truc-là aussi? Parce que c'est pas forcément un truc qu'on t'apprend à beaucoup faire. Si tu fais des sport co, tu vois des mecs à poil, mais globalement, on voit pas trop de mecs à poil dans la vie. Bon, il y a le syndrome du vestiaire qui est connu. Ça, chez les hommes, le syndrome du vestiaire, c'est quelque chose de terrible. C'est quoi ça? Attends, qu'est-ce que t'appelles pour toi le syndrome du vestiaire? Le syndrome du vestiaire, je 2 secondes. La première chose que les mecs... Alors, on peut parler crûment. Ah oui, vas-y. Bon, le syndrome du vestiaire, la première chose que les mecs regardent, c'est la teub du mec d'en face. Hein. Et celui qui aura la plus grosse, c'est lui le patron du vestiaire. Hein. Alors, il peut être ouvrier, chômeur, c'est pas grave. Même le PDG, il regarde la teub du mec, il dit « Ah ouais, quand même ». Donc, le respect s'est établi par la longueur de la teub. Hein. C'est le syndrome du vestiaire, ce qu'on appelle le syndrome du vestiaire chez les sportifs. Ok. Ouais, et toi, donc... Alors, moi, je l'ai très bien vécu. Voilà. Donc, alors avec ça, j'ai pas eu de problème. À ce niveau-là, c'est bien passé. Alors, il est vrai qu'il faut être très clair dans sa tête, parce qu'effectivement, tu es en contact, tu étais très proche d'autres hommes. Après, il y a la comparaison qui est là. Mais bon, faut passer au-dessus de tout ça, quoi. Comment t'as fait? Là encore, j'ai pas de recette magique. Non, mais pour toi. Non, mais j'ai pas de recette magique. Ok. Je me suis retrouvé à côté de Black, des mecs en 30 cm. Voilà, donc j'ai pas eu de complexe. Ça m'a jamais posé de problème, quoi. Ok. Non, je me suis jamais mis en compétition avec ces gars-là. Ça te vient d'où? T'as une confiance en toi, comme ça? Complètement. Ça se sent. Non, mais là, Elle te vient d'où, cette confiance? Là encore, c'est la nature qui te la donne. Hein, ouais. Après, on peut la travailler aussi, ça se travaille. Ça vient de ton éducation? T'as eu une éducation où t'as été plutôt mis en confiance par tes parents? Ah oui, complètement. Ouais, donc c'est pas la nature. Oui, mais quand même, t'en as qui arriveront jamais. Ok. Moi, j'ai des très bons copains qui veulent m'accompagner dans des clubs. Bon, c'est des grandes gueules au bar jusqu'à 20h30. Quand à 9h30, on dit, bon, alors, tu viens ce soir? Ouais, je sais pas, ce soir, peut-être demain, après-demain. Non, pas ce soir. Bon, ok, demain alors. Pas demain. Bon. Et puis la semaine d'après, alors on y va quand? Je connais ça. Hein. Ok, je vois. Et toi, de ton côté, comment t'évolues, toi, dans ta vie de jeune adulte, vers ta vie d'adulte, pendant ces années-là? On est les années 80, c'est ça à peu près? 80. C'est la fête. Mais alors, quand je dis la fête, c'est de 80 à 90, c'est la fête permanente. La société était déjà en fête à cette époque-là. Donc ça, on a oublié aussi. Tout Paris était, quand je rentrais d'Afrique et que je venais à Paris, c'était la rue de Lappe, Bastille, c'était des nuits sans fin. C'était sans fin. Notre repère, c'était les camions poubelles. Voilà, quand on voyait passer le camion poubelle, on disait, bon, il est temps d'aller se coucher, quoi. C'était notre repère à Paris, les camions poubelles. C'est pas un peu un fantasme que t'entretiens aujourd'hui de ce truc de fête, etc. Ou tu sais, des souvenirs? C'était festif, mais bon enfant. Alors on n'allait pas... Aujourd'hui, bon, je sors encore, hein, mais aujourd'hui, bon, les gens se chargent, quoi. Ils sont obligés de se charger pour faire la fête, quoi. Tu veux dire de se bourrer la gueule? Ouais, se bourrer la gueule, se prendre droguer. des cachetons. Enfin, il n'y a pas un dîner où j'entends pas, bon, il faut que je trouve des cachets, on va sortir. Pourquoi tu veux prendre des cachets pour sortir? Si tu sors, c'est que t'es bien. Non, on avait un côté très naïf par rapport à aujourd'hui. On avait une naïveté de la vie quand même. Tu veux dire qu'il n'y avait pas de drogue dans les années 80 à Paris? Non. La cocaïne, il y en avait. Ouais. Mais d'abord, elle circulait. Alors, t'en avais au bain-douche. Je me souviens au bain-douche, mais
c'était réservé. D'abord, Ça existe encore les bains-douches d'ailleurs ça, je sais plus Ok. si ça existe, mais je me rappelle les bains-douches. Bon, c'est la première fois que j'ai vu de la cocaïne, c'est au bain-douche. Alors, par rapport à un salaire de l'époque, c'était 1000 francs le gramme à l'époque. Alors, 1000 francs, bon, aujourd'hui, c'est rien du tout. Mais à l'époque, 1000 francs, mais c'était presque un salaire. Enfin, donc, c'était réservé à l'élite de l'élite. Bon, le shit, il n'y en avait quasiment pas. Il n'y en avait quasiment pas. Alors après, il y avait vraiment des drogués durs, c'était l'héroïne. Mais ça, c'était une infime partie de la population. Non, on n'était pas dans... On découvrait le whisky coca. Voilà, ça, c'était la drogue de l'époque, le whisky coca, je me rappelle. Ok. Le whisky coca. Ah ouais, non, c'était... Puis, prendre un whisky coca, tu ressemblais à quelque chose, quoi. Et toi, tu continues à évoluer dans le milieu libertin ou... Ah ouais, toujours. Ok. Toujours. Donc, j'ai eu une période vers 40 ans où je me suis stabilisé. J'avais rencontré une jeune femme. J'ai eu 10 ans, enfin 7 ans, on va dire exactement, avec elle. Ou tu étais en couple pour le coup Alors, on a été, mais en couple extrêmement tolérant, Ouvert. très ouvert. Déjà, j'avais un grand appartement à Paris à l'époque. Et elle avait sa chambre, sa salle de bain, son salon. J'avais ma chambre, ma salle de bain, mon salon. On avait une bibliothèque. Donc, on était en cohabitation. En plus, bon, elle avait plutôt une forte tendance bisexuelle. Et donc, elle pouvait recevoir ses copines dans l'appartement, chez elle, dans son appartement, enfin, dans sa partie, dans la mienne. Par contre, intellectuellement, une fille très intéressante. Donc, on a partagé beaucoup de choses. Et j'ai même été à la fin à son mariage. Donc, pour dire que, voilà, on a vraiment partagé beaucoup de choses. Ok. Pas en tant qu'invité. Hein. Oui, j'ai compris. Jamais marié pour le coup. Non. On a partagé. On a fait de très, très belles soirées. Alors là, c'était les grandes soirées parisiennes libertines. Parce qu'il y a eu une époque de très grandes soirées libertines où on rencontrait le tout Paris, quoi. Enfin, là, il y avait Le fameux le tout Paris. le fameux tout Paris de l'époque, expression qui aujourd'hui est complètement révolue, quoi. Bon, qui était un entre-soi. Bon, on était là-dedans. Bon. Et puis un jour, elle m'a dit, bah oui, j'ai jamais pleuré, j'ai jamais peiné dans ma vie, j'ai toujours été heureuse ici avec toi, mais j'ai envie de devenir une vraie fille, j'ai envie de pleurer un jour, j'ai envie de... Bah, je lui dis, écoute, voilà, tu t'envoles, et puis voilà. On avait, à ce moment-là, on avait une différence d'âge dans l'autre sens. C'est-à-dire que moi, j'étais l'homme de 40 ans, et elle avait 25 ans. Comment t'as vécu le fait de passer de l'autre côté, justement, où c'est très drôle, parce que t'as ce truc où t'as été éduqué ou ouvert par une femme qui était beaucoup plus âgée que toi. Alors, ça a switché à 35-40, ça a switché direct. Ça a été directement dans l'autre sens. T'as jamais trop couché avec des femmes qui avaient ton âge, c'est ça? Ah non, ça m'est jamais arrivé en fin de compte. Soit elles étaient beaucoup plus âgées que moi, soit elles ont été beaucoup plus jeunes, et elles restent beaucoup plus jeunes que moi aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passait? Comment tu l'analyses avec le recul? Alors, on en revient à ta première question. Qu'est-ce qu'un homme? Bon. Je fais partie de cette... Moi, je t'ai dit, bon, je me classe dans les virilistes. Bon. Pour moi, la femme, c'est mon égal. J'ai pas de problème. Et c'est mon complément aussi. J'ai besoin des femmes pour vivre. Bon. Donc... T'as pas de problème avec le fait d'être l'égal des femmes. Et pourtant, tu vois, tout à l'heure... Non, mais c'est un peu contradictoire, parce que tout à l'heure, tu disais, on est vers une féminisation de la société, alors, et tu vois ça de façon un peu négative. La féminisation n'a rien à voir avec le respect que tu as pour les femmes. La féminisation, pour moi, c'est l'infantilisation de la société. Bon, on veut tout faire tout seul, on veut plus de père, on veut faire un enfant seul, l'élever seul, on veut être grutière, on veut travailler dans les égouts de Paris. Très bien. Mais c'est pas une fin en soi. Je veux dire, moi, je suis dans l'époque où, pour moi, la femme, c'est mon égal. Et puis, c'est mon complément. Si j'avais pas ces femmes, bon, bah, je serais pas heureux aujourd'hui. Mais on est dans l'égalité. On n'est pas dans un domine l'autre et ainsi de suite. Aujourd'hui, la femme voudrait dominer l'homme. Enfin, on le voit bien dans les propos. Je sais pas, je crois que... dans les excités qu'on entend dans les radios. Tu les aimes pas trop, hein, Non, pas du tout. Je les supporte pas. Quand tu parles des excités, tu parles de qui? Bah, toutes ces filles qu'on entend, là, soit les vertes, soit toute cette bande là, d'écolos, là. Bon, qui raconte n'importe quoi. Voilà. Mais tu sais qu'en fait, elle, tout ce qu'elle voudrait, c'est juste aller vers plus d'égalité, en fait, tu vois.
C'est vraiment un truc simple de, en fait, on voudrait faire en sorte que les femmes soient payées de la même façon que les mecs. Déjà de base, tu vois, pour moi, le salaire, la différence de salaire existe toujours aujourd'hui, quoi. Tu vois. Alors, ça, c'est une chose que j'entends partout. Ouais. Mais dans les milieux que j'ai fréquentés financiers, je ne l'ai jamais vu. Alors, même à mon époque où j'étais jeune, les femmes dans l'immobilier gagnaient exactement comme nous. J'ai jamais vu de différence de salaire. Alors, j'entends toujours cette différence de salaire. Bon, je veux bien. Elle existe, hein, tu vois, c'est une vraie réalité pour plein de femmes. Elle doit exister. Voilà. Non, mais Elle doit, mais je ne l'ai jamais vue. Voilà. Non, mais c'est vrai. J'ai fréquenté des milieux immobiliers, médicaux et tout. Je n'ai jamais vu de différence de salaire. Les nanas sont embauchées au même montant que les gars. Enfin, après, j'entends, alors peut-être, mais je ne l'ai jamais vu. Tu sais, c'est des vrais trucs. Ah, mais c'est sûrement des vraies choses, mais je ne les ai jamais croisées. Ok. Donc pour toi, de ce fait-là, ça n'existe pas. C'est pas que ça n'existe pas. On peut pas toujours être dans l'affrontement, quoi. Bon, c'est sûr qu'on sort d'une caste dominante, masculine. Bon, ça c'est vrai. Ça, tu le reconnais. Ça, je le reconnais. Ok. Bon. Aujourd'hui, je pense qu'il faut arriver à un équilibre. Bon, moi, je fais partie des gens. Je suis pour l'équilibre. Je suis pas pour toujours qu'il y en ait un qui soit au-dessus de l'autre, quoi. Ok. Bon, c'est peut-être que ça va se rééquilibrer à un moment donné. Ça devrait. Mais il va falloir faire vite, hein, parce qu'il y aura des dégâts. Oui. Bon, il y a eu plein de dégâts chez les femmes aussi, tu vois. Ouais, non, mais je suis d'accord. Les femmes se font buter. Il y a assez peu de mecs qui se font buter par leurs femmes par rapport aux femmes qui se font buter par leurs mecs, quoi. Ah oui, non, mais complètement. Alors, on peut finir sur cette phrase, mais c'est sûr qu'il y a des choses qui sont incompréhensibles aujourd'hui, quoi. Ces choses-là, avec ces filles qui restent accrochées à ces gars qui leur tapent dessus, enfin, c'est très, très compliqué, ça. Mais tu te rends bien compte pourquoi elles restent aussi, parce qu'il y a une emprise, à la fois psychologique, oui, psychologique, matériel aussi. Psychologique. Matériel. Matériel aussi, oui, bien sûr. C'est les pauvres femmes qui... Ah non, mais je suis d'accord. Mais toi, de ton côté, les femmes, c'est... comment t'as dit ton complément, c'est ça? Un complément. L'égalité, complément. Ok. Et dans ta tête, comme tu disais, même professionnellement et tout, tu t'es jamais dit, ok, parce que je crois que c'est un vrai truc, ce truc de caste masculine, quoi. Tu t'es toujours senti, toi, à côté, notamment dans ta... Enfin, tu vois, mon pauvre père, s'il écoute ça, il a jamais accepté que ma mère se remette à travailler après qu'elle nous ait élevés, quoi, tu vois. Bon, c'est un modèle d'éducation. Ouais. Ça. Voilà. Alors, il vient de là, hein, tu vois. Oui, non, mais je comprends parfaitement la position de ces hommes-là. Ouais. Hein. Mais moi, j'étais déjà en marge de tout ça. De l'immobilier de mes chefs d'État africains, bon, j'ai eu l'occasion de rencontrer le fils de Bob Denard, qui était le mercenaire de référence français à l'époque. Et bon, on a ces héros dans la vie. Bon. Et moi, je me disais, rencontrer ce type, j'aimerais savoir qui c'est, quoi. J'avais lu des livres, j'avais vu des aventures sur lui. Bon. Et j'ai dit à son fils, écoute, je voudrais rencontrer ton père. Il m'a dit, pas de problème, on file en Afrique du Sud, tu rencontreras mon père. J'ai rencontré cet homme. Bon, je suis tombé en admiration devant lui. Des yeux bleus, perçants, un homme. Mais un homme comme on n'en fait plus. Des durs, avec le respect des valeurs. Voilà. Il pensait qu'il faisait le bien en faisant ça, puisqu'il travaillait pour la France. Alors bon, je peux en parler maintenant, parce qu'il y a prescription. D'abord, 1, il est décédé. 2, les procès ont eu lieu. Tout ça, ça a été jugé. Donc maintenant, on peut en parler librement. Lui pensait qu'il faisait le bien, parce qu'il travaillait en sous-main pour l'État français. Bon. Et à ce moment-là, quand il cherchait quelqu'un, bon, c'était l'occasion, il avait besoin d'un chargé de logistique. Et puis je me suis dit, bon, partir dans une aventure comme ça, c'est une aventure où, en tant qu'homme, tu te sens exister, quoi. Alors après, la féministe dira, qu'est-ce que c'est que cet homme ? C'est quoi se faire peur bon, mais c'était mon choix. Voilà, je suis parti dans ce monde-là. Tu sais que c'est un vrai truc, hein. Les mecs ont tendance à mourir aussi plus vite parce qu'ils prennent beaucoup plus de risques au volant, au machin, tu vois. C'est certain. Mais c'est un truc un peu fucked up, quoi. Enfin, c'est un peu toxique, quoi, tu vois, pour les mecs de faire ça. Alors après, ils se foutent en danger. Alors après, j'ai rencontré des hommes qui étaient basés sur, d'ailleurs, la phrase de l'équipe de Denard, c'était force, foi, fidélité. Bon, la foi, c'est de croire en soi et de croire en son camarade. C'est pas une foi religieuse. Non, pas la foi religieuse. La foi en l'autre. Et de croire, et la fidélité, c'est-à-dire tu ramasses un camarade, il tombe, tu le ramasses. Tu le laisses pas au bord de la route, quoi. Ça donne quand même des choses dans la tête, quoi. Ça t'équilibre bien, ça
es sûr de toi, voilà, ça renforce bien ce que tu pensais de toi, quoi. Ok. Et il n'y a pas des aspects plus négatifs justement de toute façon de base faire la guerre, buter, enfin tu vois ça buter des gens. On va partir du principe, la guerre c'est pas bien, la pluie ça mouille, enfin bon, non mais c'est vrai. Mais malheureusement, l'homme n'existe que par ça. Que par la guerre. Non mais je veux dire, nos sociétés ne se sont créées que par la guerre. Ouais. Voilà. Donc autant les animaux se tuent pour se manger, l'homme s'est tué pour conquérir. Comment tu vis, toi, pendant tout ce temps-là, le fait de vieillir, justement? Parce que j'aimerais bien qu'on parle un peu de ça. Toi qui viens d'un milieu où, justement, à 25 ans, tu découvres le milieu libertin, j'imagine que tu as un truc avec ton corps qui change. On en parlait un petit peu aussi hors micro du fait que aujourd'hui, à 69 ans, c'est compliqué de voir ton corps vieillir, j'imagine. Bon, déjà, j'ai eu une vie saine, pas d'alcool, pas de cigarettes, du sport, ce qui fait qu'aujourd'hui, je continue à faire du sport. Jamais d'alcool? Non, jamais. Ah ouais. Donc tu faisais la fête sans alcool? Ouais, moi, j'ai fait la fête sans alcool. Moi. Ok. J'ai pas eu besoin d'alcool pour... moi, le Diabolomante m'allait très bien. Ça doit être la menthe qui me... Mais pour le coup, tu vois, Diabolomante, on est assez loin du truc de l'image viriliste du mec qui va prendre un whisky, tu vois. En Afrique, la boisson des gars, c'était whisky-bière. Ouais. Dans le même verre, on mettait du whisky et de la bière. Alors, le whisky, c'était pour tuer les amibes. La bière, c'était pour enlever la soif. Bon, bon, moi, c'était pas mon truc. Okay. Bon, et tu l'as toujours bien vécu? Oui, moi, j'ai toujours bien vécu. Alors, pas toujours. Dans les années 90, tu buvais pas. Jusqu'en 2000, tu buvais pas. Les gens te regardaient. Ouais, bien sûr. T'as eu un cancer, t'as le foie malade... ou même on te traitait de pédé. Hein. Je veux dire, à l'époque, tu bois pas, t'es un pédé. Voilà. Bon. Aujourd'hui, non. Tu bois pas d'alcool, ça passe très bien pour un homme aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a amené à... Quoique, ça dépend des milieux, hein, mais... Ouais. On est d'accord. Moi, je suis un mec qui boit pas trop, tu vois. J'ai grandi où on me regardait toujours de traviole, quoi, tu vois. Est-ce que tu ne buvais pas? Parce que je buvais pas. Oui, on est d'accord. Attends, merde, j'avais une autre question. Non, t'étais dans le sport, le corps. Oui, sur ton rapport au corps. Alors, pour l'instant, bon, je suis encore dans une époque où j'ai physiquement, bon, rien, ça ne se voit pas que je prends de l'âge. Bon, quelques rides maintenant sur le front, des cheveux blancs. Bon, mais je les ai eus à 35 ans, les cheveux blancs. Donc, ah ouais? Mes premiers cheveux gris, je les avais à 35 ans. Donc, tu le vivais bien? Ouais, mais ça donnait ce côté viril, femme, les cheveux gris. Enfin, Lino Ventura. Ouais, non, mais il y a des fantasmes. Yeah. Mais ça plaît toujours autant. Je veux dire. Alors aujourd'hui, on se ment. On nous raconte les femmes et tout, mais elles aiment les hommes à cheveux blancs, les cheveux gris. Oh, ça, oui, j'ai pas de. Ça. Je crois. Ça existe toujours. J'y crois assez fort. Et même encore des femmes jeunes, hein, qu'on t'entend, un mec à cheveux gris. Bon, il y a des histoires. Bon, ça doit être l'effet Georges Clooney, quoi. Non, le corps, bon, il est évident que tu continues à monter sur ton vélo, tu vas à la salle, tu pousses des poids, Bon, ça, c'est vrai. Maintenant, c'est vrai que... Alors, maintenant, tu as des palliatifs hein, pour les hommes. Bon. Je fais partie des types qui essayent de ne pas s'en servir encore des palliatifs. Tu parles du Viagra? Viagra et ses dérivés. Bon, le problème, c'est que si tu rentres dans ce monde-là, tu deviens une mécanique. Bon, moi, je vois des types qui ont 30 ans dans les soirées, les mecs, ils prennent déjà des cachetons. Bon, alors là, ils sont dans le mécanisme. Bon. Mais ça, c'est la génération aujourd'hui, je dirais porno. Bon, tu vois du porno aujourd'hui qui est à la... Enfin, tout le monde peut voir du porno. Bien sûr. Sur un téléphone, enfin, partout. Bon. Et là, on voit quoi? Que des mecs qui sont dans le comment dirais-je, toujours en permanence. Donc, les types aujourd'hui qui ont 30 ans, même 40 ans, je vois, ils ont la peur de l'échec. De débander. Ouais. On peut dire les choses. La peur de l'échec. Et puis, ils ont peur de ne pas satisfaire les nanas. Alors ça, c'est horrible. C'est-à-dire que les gars, ils prennent des cachetons à 30 pieds. Même ceux qui ne sont pas dans ce milieu-là. J'en connais partout dans les soirées. Les cachets de Cialis, ça circule partout. Hein. Mais toi, en tant que mec viriliste, viril, ça veut quand même dire, on parle quand même viril. On est d'accord. Quand ça t'arrive, est-ce que ça t'est arrivé déjà, tu vois, d'avoir des pannes? Comment tu le vivais? Est-ce que t'arrivais à te dire, bon, ok, c'est juste un truc et hop, ça va passer? Ou alors c'était un truc qui te pesait un peu sur la horte, quoi? Alors,
Je sais pas, mais je crois que ça ne m'a jamais gêné. Bon, ça m'est arrivé, hein, comme tous les mecs, un jour, de pas être en forme. Hein. Mais franchement, je le vis bien. Hein. Franchement. Puis les femmes, après, ça dépend des femmes avec qui tu es. Quand tu es avec des femmes qui cherchent à faire des scores, bon, c'est sûr que ça va mal se passer. Après, tu as des femmes, bon, elles comprennent ces choses-là, hein, donc c'est pas, ça pose pas de problème. Franchement, c'est des faux problèmes. Ok. Ok. Pour toi, c'est pas. On peut dire à tous les jeunes mecs qui ont peur de débander qu'il faut qu'ils se calment un peu là-dessus. Ah, mais complètement, il faut se calmer complètement. Et puis, attends, aujourd'hui, les nanas, elles adorent qu'on s'occupe d'elles. Hein. Je veux dire, c'est. Voilà. Ce que tu veux dire, c'est faiblesse. Voilà, il y a possibilité de faire plaisir à des meufs autrement qu'avec sa bite. Ah, bah oui. Une nana, c'est pas non plus qu'un endroit où tu te masturbes en elle. Hein. Je veux dire, parce que c'est avec cette fameuse amie que nous avons en commun. Qui a de grandes idées sur la sexualité féminine, elle explique bien qu'il y a encore beaucoup de garçons aujourd'hui qui se masturbent dans les nanas uniquement. Hein. Une nana, c'est pour le mec qui se masturbe en elle, hein, c'est tout. Hein. Non, on peut. Et puis aujourd'hui, les femmes ont des exigences, elles connaissent leur corps. Enfin, c'est plus. On n'est plus dans le monde, dans le monde que j'ai connu quand j'avais 20 ans. Hein. Justement, dans le monde libertin, à quel point. Enfin, j'y suis pas, tu vois, mais en fait, je vois très bien l'idée de respect qu'il peut y avoir de l'autre, du consentement, etc. Comment ça t'a fait grandir, toi aussi, en tant que mec, d'évoluer là-dedans? Alors, effectivement, on est vraiment dans le respect. C'est la règle même, c'est le respect. Parce que de toute façon, quand tu vas dans ce genre d'endroit, c'est pas comme quand tu vas dans un club normal. Un club normal, le mec, il veut attraper. Il est parti dans le principe qu'il va attraper. Bon. Là, tu sais que tout le monde est là pour ça. Donc, tu es obligé plutôt d'être bon, quoi, intellectuellement. Et puis, c'est les femmes qui dirigent dans ce milieu-là. Alors, ça peut paraître contradictoire, mais c'est les femmes qui décident. Les hommes, on n'est que les accessoires. Vraiment ? Ah, vraiment. On n'est pas du tout dans la pauvre fille jetée sur un matelas. Alors ça, c'est ce qu'on peut voir dans des mauvais films, dans des banlieues, enfin ce qu'on appelle les tournantes, mais ça, c'est pas ce monde-là, on n'a rien à voir avec ce monde-là. Là, on est dans un milieu où d'abord les femmes arrivent, sont très élégantes, se mettent en valeur, sont dans la séduction. Ça peut paraître étonnant, mais elles sont dans la séduction. Elles vont choisir leur partenaire. C'est elles qui vont faire la sélection de leur partenaire. Et leur partenaire doit être à leur disposition. C'est pas l'inverse. On n'est pas dans des simulacres de viol ou des conneries de ce genre-là. Non. Elles cherchent, elles savent ce qu'elles veulent. Alors, soit elles viennent avec un mari consentant, qui relance le couple. Généralement, on trouve des gens de 40, 50 ans. Il y a 10 ans, 15 ans de mariage. On essaye de relancer la mécanique du couple. Moi, je trouve ça très, très bien. Parce qu'au moins, ça fait des couples stables. Il n'y a pas de mensonges, il n'y a pas de tromperie. On n'est pas dans la tromperie, là. On est dans le partage du plaisir en commun. Par contre, ce qu'on voit maintenant, et là je suis un petit peu étonné quand même, c'est des couples de 25 ans. Alors ça, par contre, ça me paraît bizarre, mais bon, c'est comme ça. Pourquoi ça te paraît bizarre ? Pour moi, le libertinage à ce stade-là, c'est une évolution d'un couple. Ça me paraît, c'est ma définition du couple. Il y a le couple, les enfants, on remet le couple en route. Ça peut être une façon de remettre un couple en route. Or, aujourd'hui, on voit des couples de 25 ans, ils se connaissent depuis 2-3 mois, ils sont déjà dans ce milieu-là, quoi. Alors, qu'est-ce qu'ils cherchent ? J'ai jamais creusé le sujet, hein, très honnêtement. Mais je vois de très jeunes couples aujourd'hui. Ok, ça te fait dire quoi ? Ça me fait dire qu'ils ont été élevés au porno. Et aujourd'hui, on pense que tout ce qu'on voit là, sur les téléphones et tout, sont les normes. Ah, pour moi, il y a plutôt aussi une question de... chose. Enfin, je me suis jamais posé vraiment la question. Hein, moi, ce que je vois plutôt, c'est... ok, en fait, l'idée de l'amour libre, tu vois, commence à gagner un peu du terrain dans cette société. Et c'est plutôt une bonne chose, je trouve. Tu vois, de pas te foutre dans des carcans. Et que si c'est un truc que tu as envie de tester quand tu es jeune, après tout, pourquoi pas le faire quand tu as 25 ans. Ça t'a plutôt bien réussi, toi, à 25 ans. Ça m'a bien réussi, ouais. Mais bon, tu n'étais pas en couple, pour le coup. Non, j'étais pas en couple, moi, à l'époque. Alors, ce qu'on croise beaucoup maintenant, c'est du polyamour. On voit beaucoup de couples qui ont un ami, qui est l'amant de madame. Et alors, ça, on le trouve aussi dans l'autre sens. Ça peut être une amie qui est la maîtresse du mari. Ok.
Et on voit maintenant beaucoup de couples en polyamour. Ça aussi, c'est assez nouveau. C'est depuis 4-5 ans, ça s'affiche, ça se montre. Les gens rentrent en trio, disent mon mari, mon ami, voilà, c'est du polyamour. Alors ça c'est assez nouveau. Et c'est pas mal non plus. Enfin, ça fait des couples très équilibrés. Madame, il trouve son compte, le mari, il trouve son compte, l'amant, tout le monde, il trouve son compte. Ok. Comment tu vis, toi, le fait aujourd'hui, en vieillissant, tu continues à coucher avec des femmes jeunes, hein, c'est ce que tu disais. Est-ce que tu as déjà eu des possibilités de coucher avec des femmes qui ont ton âge, par exemple? Est-ce que ça t'intéresse? Oui, non. Mais pourquoi? Non. Alors, effectivement, j'ai l'occasion d'être sollicité des fois par des femmes qui ont 50, 60 ans. Enfin, moi, j'ai un peu plus, mais bon. J'allais te dire, tu pourrais avoir une meuf de 70 ans. Je pourrais avoir une femme de 70 ans. Alors, d'abord, elle cherche un compagnon. Soit pour jouer au bridge, soit pour faire des randonnées. Bon. Alors, t'es un peu caricatural. Je joue pas au bridge. Non, mais dans ton milieu, tu dois aussi avoir des meufs de, comme tu dis, 50, 60, 70 ans qui sont encore là, non? Oui, mais alors elles veulent du jeune black qui tape bien. Ok. Ah oui, non, il y en a. Il y en a. Je conteste pas du tout, j'en croise. Tu veux dire qu'elles cherchent une relation. Si elles cherchent plutôt une relation, voilà. Quoi. Okay. Quand elles ont un amant dans les clubs, elles cherchent tout de suite du jeune. C'est comme ça, c'est la règle. Elles veulent des jeunes blacks bien pourvus et bien actifs, et puis il y a ce qu'il faut. Bon. Donc elles sont contentes. Après, quand elles se retournent vers toi, elles cherchent le compagnon. Le gars je te dis, le bridge, la randonnée, les expos. Bon, je fais des expos, je joue pas au bridge. Bon. Mais bon, c'est pas mon truc. Voilà. Tu pourrais t'y mettre. Je pourrais, mais je vais attendre un petit peu. Donc, non, mais c'est pas mon truc. Mais c'est ça qu'elles cherchent en toi. Donc, moi, c'est pas mon monde. Voilà, je les laisse dans leur truc, quoi. Et aujourd'hui, toi, de coucher avec une meuf qui a 30 balais, tu vois, qui pourrait largement être ta fille, comment tu vis ce truc-là, toi? C'est une vraie question que je me pose. Alors, moi aussi, je me suis posé la question. Ouais. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle trouve dans un type âgé? Parce que, d'abord, moi, j'essaye je me retiens, mais je vois, c'est des nanas de 28 ans, 35 ans qui me tournent autour. Comme notre amie, tu vois, qui a 32 ans, notre amie commune. On voit des jeunes femmes, aujourd'hui, qui sont attirées par ce genre d'hommes. Par toi, tu veux dire? Oui, par un type comme moi, on va dire. Mais qu'est-ce qu'elles trouvent? La sécurité. Une espèce de sécurité qu'on ne trouve pas aujourd'hui systématiquement chez un jeune type qui est plus ou moins carriériste, qui veut être dans la start-up, qui veut d'abord qui se poudre le pif tous les soirs, et entre deux, il se tape un jeu vidéo. Je veux dire, en fin de compte, elles veulent pas ça aujourd'hui, les femmes. Elles veulent un mec, enfin ce qu'on appelle un mec, quoi, qui a des épaules, et elles se sentent protégées. Alors quand elles vont dans ce milieu-là, elles sont doublement protégées, parce qu'elles savent qu'elles peuvent jouer jusqu'où elles veulent jouer, mais elles savent qu'elles ont quelqu'un à côté qui sait mettre les hauts là si ça bouge. Ok. Je parlais de toi, hein, parce que là tu m'as parlé d'elle. Je parle de moi, mais en même temps, c'est ce que je ressens, quoi, autour de moi, quoi. Après, moi, ce qui est terrible, c'est que je sens pas de différence entre une femme de 30 ans et moi aujourd'hui, quoi, intellectuellement. Et j'ai pas du tout de différence. Alors bon, sur peut-être des musiques un peu pointues que j'ai pas accroché sur la dernière musique pointue. Mais sur tout le reste, la vie de tous les jours, je m'intéresse à comment elle s'habille, je m'intéresse à la mode, je m'intéresse à 1000 choses. Donc je suis complètement en harmonie avec ces gens-là. Et je ne sens pas intellectuellement de différence. Okay. Et il y a une maturité chez ces filles aujourd'hui que je trouve vraiment très intéressante. Elles sont beaucoup plus matures qu'avant. C'est ouf que tu dis ça parce que moi j'ai été avec une fille pendant quelques mois là, qui avait 10 ans de moins que moi. Et vraiment, je la sentais la différence sur... il y avait des trucs, tu vois, des changements. Alors peut-être que ça se joue au niveau des enfants. Et peut-être que tu as ce truc-là aussi, tu vois, où il y a un moment donné où, quand tu as un môme, j'ai des mômes qui ont 15 et 13, il y a un truc qui bascule en toi, que peut-être t'as pas, tiens d'ailleurs, je me pose. Alors ça, c'est très intéressant ce que tu poses comme question. Je le vois avec mes couples amis. Bon, j'ai des couples qui ont mon âge. J'ai vu leurs enfants grandir avec moi. J'ai vu leur fille petite sur mes genoux à 8 ans.
Bah oui. 10 ans. Bon, j'étais le tonton, parce que bon, généralement, t'es le tonton quand t'es vraiment l'ami proche de la famille. Et puis elles deviennent des jeunes filles. Puis à un moment, elles te provoquent aussi. Même si c'est la fille de ton meilleur ami, elle va passer en culotte devant toi, son soutien-gorge. Son père lui dit, bah quand même, tu peux t'habiller. Elle fait, hop, c'est la famille. Bon. Puis quand elle sort de la pièce, elle regarde si tu l'as regardée. Bon, à ce moment-là, il faut être très, très sobre dans sa tête, baisser les yeux, tu fais comme si tu n'avais pas vu. Mais effectivement, comme tu dis, t'as pas d'échelle temps. Moi, aujourd'hui, je peux pas me retourner sur mes 15 dernières années. Toi, tu peux te retourner. Tes 15 dernières années, c'est le visage de ta fille. Donc, tu dis, ah bah oui, il y a 15 ans, tu vois. Et ça, c'est terrible. C'est que quand t'as pas d'enfant, tu n'as pas d'échelle temps. Tu n'as pas de repère. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours 20 ans, 30 ans dans ma tête parce que j'ai pas de paramètres. Ouais, je comprends. Le paramètre, c'est les enfants. Ça, je le vois chez tous mes couples amis. Un môme de 20 ans, 15 ans, ça te remet, ça te stabilise, tu vois ton enfant grandir, etc. Quand t'en as pas, tu vois rien. Donc, si t'es pas si tu t'intéresses à tout, bah, tu continues à être dans le mouvement. Voilà. Mais pourtant, ça t'empêche pas d'avoir un peu de nostalgie sur quand t'avais 20 ans, quoi. Tu vois ? Ouais, bah, j'y pense pas trop. Moi. Okay. Je suis pas un nostalgique, et puis je suis pas dans c'était mieux avant. Bon, il y a eu une très belle époque. Voilà, moi, je fais partie des gens qui disent. Il y a pas un côté c'était mieux avant chez toi ? Moi, si on veut continuer à évoluer, il faut pas être dans le c'était mieux avant. Okay. On peut dire il y a eu de très belles choses. Voilà, moi je dis toujours j'ai connu de très belles choses. Mais je fais pas partie de ces gens. Je vais dans des dîners où on me dit avant c'était mieux, avant c'était. Mais qu'est-ce que tu veux ? Avant c'était avant. Hein. Voilà, maintenant c'est maintenant. Voilà. Moi j'habite dans un quartier qui était charmant il y a 20 ans, qui est beaucoup moins charmant aujourd'hui. Bon, bah c'est comme ça. Voilà, si je suis pas content, j'ai qu'à changer de quartier, et puis c'est tout. Ok. Tu vois ? Non, mais c'est vrai. J'aimerais bien qu'on parle de la mort. Ah ben ça, c'est le sujet qui commence à me titiller. Parce que, ma foi, c'est la finalité de notre vie. Hein. Enfin, c'est la finalité. Hein. Il y a 2 dates. Hein. Celle où on arrive, celle où on repart. Entre les deux, il faut que ça se passe le mieux possible. Hein. Mais effectivement, d'abord, je suis une personne seule, donc je suis obligé d'y penser. Alors que tu sois seul ou avec des enfants, c'est pareil, mais je suis obligé de penser à mon futur. Et t'as pas justement ce truc, excuse-moi je te coupe, mais ce truc de te dire, ok, bah il me reste peut-être 10-15 ans, peut-être que je vais trouver une meuf pour jouer au bridge avec, ou faire des randonnées, et ça sera cool, tu vois, sur ma fin de vie, entre guillemets. Alors, avec tout le respect que j'ai pour les Philippines, je pourrais trouver une petite Philippine pour pousser le fauteuil, tu vois. Oh, putain. Non, mais c'est vrai. Non, mais j'ai beaucoup de respect pour les Philippines. Mais je veux dire, je le vois j'habite dans le 16. Je vois dans le 16, plein de vieilles dames, plein de vieux monsieur, ils ont une Philippine qui leur pousse le siège aujourd'hui. C'est comme ça. Ok. Bon. Putain. Non, mais c'est vrai. Ouais. Faut être lucide. Bon. Moi, je vais vivre le maximum, au maximum de mes possibilités. Tant que je pourrais monter sur mon vélo et que je pourrais pousser de la fonte, je pousserai. Oui, parce que tu fais du sport encore. Ouais. Ah bah oui, tous les jours. Hein. 5 jours par semaine, je suis au sport. Je fais même du sport de combat, 2 fois par semaine. Il y a un peu un truc de te battre contre le temps qui passe derrière tout ça. Bien sûr, il y a pas de secret. Quand tu fais des efforts comme ça aujourd'hui, tu te bats contre le temps. Bon, par contre, tu as des résultats. Ton corps, il fonctionne pareil, tu peux continuer. Enfin, j'ai la chance de ne pas avoir de problème de santé, donc c'est bien aussi. Hein. Ton corps, il fonctionne quand même moins bien qu'à 30 balais, on en parlait là. Mais... Ah bah c'est plus comme avant. Oui. Quand t'as mis un bon coup, tu remets pas un bon coup tout de suite comme avant. Quand t'as mis un bon coup. Voilà, il y a du repos. Hein. Une petite pause. Le fusil, il faut mettre un certain temps pour le recharger, quoi. C'est plus comme avant. Après, dans peu de temps, je le sais que dans peu de temps, je prendrai des cachetons comme tous les mecs. Hein, voilà. Bon, peut-être je le couperai en 2 pour me donner l'illusion de ne pas prendre un cachet en entier. Mais bon, ça aide. Hein. Ça aide. Alors, le but, c'est quoi ? C'est de se dire, moi, je me suis fixé un objectif à 10 ans. C'est que de maintenant, 70 ans l'année prochaine, s'il n'y a pas un pépin quelque part dans le corps, c'est d'aller jusqu'à 80 piges bien, faire son sport, toujours fréquenter les petites nanas et tout. Bon, après, il est possible que le corps, ça va marquer. Bon. Aujourd'hui, je peux me mettre à poil devant toi, j'ai pas de problème, quoi. J'ai rien qui tombe, hein. J'ai pas les bras qui sont flétris, j'ai pas de bide, rien. Mais dans 10 ans, on le sait pas. On le sait pas. Alors moi, j'ai prévu. Voilà. Moi, je sais ma fin, comment elle se finira. Alors, j'aimerais que tu me racontes ça. Alors,
C'est une démarche que j'ai fait avec un ami médecin. On est amis depuis 30 ans. On a réfléchi à ça. Bon, lui, il est marié, mais sans enfant. Et sa compagne n'a pas d'enfant. Donc, la réussite d'un médecin, la résidence principale, la résidence secondaire, la Baule, enfin bon, on est dans le schéma tradit. Mais il sait que ça va finir. Alors, ça peut finir mal. Lui, il a eu un exemple de ses parents qui ont mal fini, Alzheimer et compagnie. Moi, j'ai toujours ma mère, 91 ans, qui a sa tête. Bon, mais je vois la pauvre avec son déambulateur et tout. Et moi, il n'est même pas question que j'envisage d'avoir une béquille, quoi, déjà. Donc, c'est pas d'aller au déambulateur, c'est déjà la béquille. Donc, on a fait une démarche intellectuelle. On en a parlé ensemble longuement. On a été en Suisse. On a été visiter une clinique. Bon, ça coûte un petit peu d'argent, mais... ça coûte combien de sous ? Une quinzaine de mille, si tu veux quelque chose de bien. Mais bon, après, de toute façon, si tu les as, autant les donner à ce moment-là. Oui, c'est sûr. Parce qu'après, c'est l'État ou peut-être des frères et sœurs, des neveux, des nièces qui vont en profiter. Donc, voilà. Mais au moins, tu finis ta vie propre. Voilà. Enfin, c'est un choix. Alors bon, c'est pas non plus un suicide assisté, hein, qu'on soit bien clair. Tu vois un psychologue, ils discutent, puis ils prennent en compte tes désirata, quoi. Mais on n'est pas dans le suicide assisté, quoi. Il y a quand même une différence. Hein. Comment ça se passe alors ? Nous, ce qu'on a vu, c'est un établissement très agréable, avec une très belle vue sur les montagnes. Tu pars pour 3 jours, 4 jours, suivant comment tu te sens dans ta tête. Et on t'organise tout, dîner, musique, film de ton choix, très belle chambre, balade. Tous les soirs, on te colle un sédatif pour t'endormir. Et puis, sur les 4 jours, il y aura un soir qui sera peut-être le 3e ou le 2e, où la dose sera plus forte. Voilà. Et il s'occupe de tout après Après, poussière, et tu redeviens poussière et l'affaire est réglée. Ok. Parce que c'est ça, en fin de compte. 90% des naissances, c'est un coup de bite malheureux. Faut être honnête. Ah, tu penses à ce point-là ? Ah je pense quand même. 90%, moi je pense que c'est des coups de bite malheureux. Ah ouais, non, j'ai pas l'impression, je crois pas autant. 70%. Allez, on va baisser. 70%. Ouais, j'aurais dit moins encore. Mais... Encore moins ? Mais en fait, sans doute à ton époque, tu vois, où la contraception, elle était moins... Nous, on est de la génération des coups de bite malheureux. Oui, voilà. Aujourd'hui, c'est mieux géré. Allez. Franchement, c'est mieux géré. Les coups de bite malheureux, ça existe. Mais... Alors, je suis quand même très, très étonné aujourd'hui de voir le nombre de femmes jeunes seules avec un enfant. On est dans une société, comme tu dis, où on a tout pour que ça n'arrive pas. Bon. Et tu vois le nombre de femmes, tu te retournes, je dis des gamines qui ont 25 ans, 27 ans, qui ont déjà un gosse et qui sont seules. Le type n'a même pas pu supporter la grossesse, il s'est barré. À mes yeux, c'est quelque chose que je ne comprends pas aujourd'hui. Voilà, ça, c'est une des questions de la société d'aujourd'hui. Ok. Oui, pourtant, il y a toutes les questions d'avortement qui sont aujourd'hui encore présentes. En tout cas, on a cette possibilité-là et tout. Mais comment se fait-il, avec les campagnes qu'on a fait de prévention, alors que nous, on a fait partie... Alors, dans le milieu libertin, justement, on peut aborder ce sujet-là. Il y a des règles très strictes. En termes de préservatif, de protection. Il n'y aura jamais de pénétration sans préservatif. Voilà, c'est comme ça. C'est des règles établies... que tu peux même pas envisager, quoi. Si un mec avait la mauvaise idée de ne pas en mettre, mais le mec il est viré, quoi. Donc t'as jamais eu de problème non, avec la bite qui tombe en morceaux, quoi. Non. Bon, même en vieillissant, le présa a quand même des avantages. Le fait que ça resserre bien à la base, des fois ça permet de continuer l'aventure. Oui, mais il y a des mecs qui justement, et surtout j'ai cru comprendre dans cette génération, tu vois, qui ne le supportent pas parce que justement ça les fait débander, quoi. Ouais, mais ça j'ai jamais compris ça. Ouais. J'ai jamais compris ces mecs qui me racontent ça. Alors qu'au contraire, peut-être l'installation quand le mec sait pas trop le faire, voilà, il n'y a qu'à s'entraîner tout seul. Mais ça aide. La base quand elle est serrée, mon vieux, t'es content. Non, mais ça aide. Mais attends, on est reparti sur. Je voudrais on a fait une aparté, là. Je voudrais qu'on parle. En fait, ouais, il y a un truc. J'ai l'impression que t'es un mec très dans la tête, tu vois. Et elle se situe où chez toi, les émotions ? Les émotions. Il n'y a pas beaucoup d'émotions, tu vois, dans dans ton parcours, dans ce que tu me racontes de mecs, etc. Ouais. Et tu vois, moi, par exemple, l'un des trucs qui m'a libéré, je crois, notamment, c'est les naissances de mes filles. C'est un truc de ma boule, tu vois. Il y a vraiment un truc qui te tombe sur le coin de la gueule que tu peux pas
ne pas vivre, quoi, tu vois. Et j'ai l'impression que toi, tu vois, il y a vraiment un parcours très intellectuel. Et puis c'est pas un jugement, tu vois. C'est une bonne question. Effectivement, j'ai jamais eu ce déclic. Voilà. Je pense que c'est un déclic. Ce que tu as connu, cette émotion, se reproduire, ça doit être un moment fort. J'ai entendu des choses très belles là-dessus. Mais ça ne m'est jamais... ça ne m'a pas touché. Voilà. Donc j'ai préféré être honnête avec moi-même et être honnête avec mes partenaires jeunes de l'époque parce que je savais que je les abandonnerais. Je savais que je laisserais tout ça derrière moi. Et moi, je n'aurais jamais supporté l'idée d'être séparé et de ne pas tenir mes engagements. Voilà. Alors, le sachant, j'ai préféré ne jamais m'aventurer dans cette voie-là. Alors, après, c'est peut-être un peu... dire que je peux continuer à me regarder dans la glace. Oui, je peux continuer à me regarder dans la glace. Je n'ai pas d'enfant abandonné. T'es sûr de ça ? Ah oui, sûr. Depuis le temps, je pense qu'ils auraient déjà sonné. Peut-être même les petits-enfants, ils auraient sonné à la porte déjà. Non, j'ai jamais eu ça. Ou t'as des enfants que tu sais que tu connais pas, quoi. Non, c'est mission impossible. C'est mission impossible. Tu veux dire par rapport à ton parcours Ouais, non, voilà. Ça aurait pu m'arriver entre 20 et 27 ans, okay. À l'époque où il n'y avait pas de protection, on était... on tapait dans le dur, c'était 68, je peux te dire. On tapait dans le dur. Et même les nanas, tout le monde se jetait l'un sur l'autre, enfin c'était n'importe quoi. Bon. Ouais, mais bon, il n'y a pas eu, voilà. Okay. Puis après, ma foi, après il y a eu les protections dans les années 86. Parce que nous, on sort de la génération, on est la génération SIDA aussi, où on pensait que le SIDA était réservé qu'aux homos. Oui, il y a eu un gros parcours. 78, 84 ou 84, oui. 85. Ou 85. Moi, je sais, 86, j'ai tout arrêté. Jusqu'en 84, 85, c'était réservé. Bon, c'était un truc d'homo. Bon, ça ne concernait pas les hétéros. 85, 86. Oui, 85, 86. Là, on a découvert que les hétéros étaient aussi... on pouvait se contaminer. Alors, voilà. Mais alors, à l'époque, il y avait des médecins qui étaient vraiment sympathiques dans les propos. Ils ont dit, voilà, les gars, c'est ou vous mettez des préservatifs, ou la première qui passe, vous l'épousez, vous restez à la maison. Alors, à vous de choisir. Mais c'est vrai que c'était radical. T'es quand même passé... Enfin, t'étais déjà dans le milieu libertin à l'époque, t'aurais pu... Ouais. 80, entre 80 et 86, on aurait pu... On est passé à travers, hein. Bon, j'étais comme tous les mecs, comme tous les mecs de cette époque. Hein. Bon, j'ai eu 2 petits incidents, ce qu'on appelait vulgairement les chauds de pisse, plus élégamment les blénos. C'était on a chopé ça quand même. Fallait bien qu'on chope quelque chose quand même. Mais c'était pas méchant, quoi. C'était pas méchant. Puis après, on a pris peur, on est rentré dans le moule, quoi. Préservatif. Ouais, on n'a pas joué avec ça après. Puis ma foi, la vie s'est bien passée, hein. Jusqu'à présent, ça va. T'as l'air d'aller bien. Ça va. Mais justement, pour revenir un peu, tu le situes où, toi, aujourd'hui, ton plaisir et ton bonheur et tout l'aspect, justement, émotionnel, tu vois, dont je te parlais tout à l'heure, tu l'as transféré où, toi ? Est-ce que tu l'as déjà ? Déjà, ça peut paraître très égoïste. Je fais un petit peu des compétitions avec des gars. Déjà, quand je sais que j'arrive jusqu'au bout, déjà, c'est une grande victoire sur moi. Tu fais des compétitions, ça veut dire ? Des compétitions de vélo, des trucs comme ça, on fait des courses. Déjà, je me mets avec des mecs de 40 piges, tu vois, qui ont 40 ans sur les vélos. Quand j'arrive jusqu'au bout et puis que je suis bien placé, je me dis, j'ai gagné encore, tu vois. C'est-à-dire que j'ai l'impression de dominer mon corps encore. Je dis bien, c'est des impressions. Mais c'est des satisfactions, tu vois. Elles sont là aujourd'hui, mes satisfactions, tu vois. Après, le reste, le plaisir de vivre, le plaisir de se promener, le plaisir de découvrir la vie. En fin de compte, moi, j'ai les mêmes yeux qu'à 20 ans. Hein. Ah ouais. Moi, par exemple, j'ai découvert ton quartier. Je me suis promené dans ton quartier. J'ai regardé les façades, j'ai regardé l'environnement. J'ai les mêmes yeux qu'à 20 ans. Je découvre. Il y a toujours quelque chose à découvrir. Et tu prends du plaisir en te baladant ? Ça me suffit. Puis, c'est la connaissance. Faire les marchés de bouquins. Le dimanche, je vais... à Georges Brassens, là-bas, il y a toujours une petite pépite que tu trouves, un truc, pendant 2 heures, 3 heures, tu vas te mettre à chercher un livre, puis tu vas trouver le livre qui va t'occuper pendant 4-5 jours après. Des plaisirs simples. Ok. Est-ce qu'il y a des sujets dont tu aurais voulu causer et sur lesquels je t'ai pas amené par rapport à... Non, tu as abordé tous les sujets.
comment on peut en arriver à cet âge, dans cet état-là, quoi. Donc, non. Alors, on aurait pu aborder un sujet, c'est la sexualité des femmes aujourd'hui, Ok. qui a évolué, Ok. qui a beaucoup évolué. Qui vient de ton expérience perso, Alors, pour le coup. Qui vient de mon expérience perso et qui vient du milieu dans lequel je me promène. Qui est toujours le milieu libertin. Oui, donc. on va parler du milieu libertin, qui est fort intéressant d'ailleurs. Il y aurait des sujets à faire là-dessus. Bon, il y en a eu quelques-uns déjà de fait. Aujourd'hui, depuis pas mal d'années que je suis là-dedans, bon, les femmes dominent. C'est la règle. La femme est la reine de la soirée, c'est elle qui choisit, c'est elle qui décide de ce qu'elle a envie. Mais les femmes ont des exigences de plus en plus... elles aiment mettre les hommes en situation de rapport aux autres hommes. Par exemple, avant, par exemple, ce qu'on appelait les DP, les doubles pénétrations, bon, c'était quand même... soit c'était les actrices de X, soit c'était vraiment des nanas de très haut niveau, quoi. De très haut niveau. Enfin, qui avaient des exigences sexuelles très très fortes, quoi. Ok. Aujourd'hui, je dirais que la ménagère de moins de 50 ans qui fréquente les clubs échangistes a envie de faire une double pénétration aujourd'hui. Et ce qui l'excite, c'est le fait de mettre en contact les hommes en elle. Voilà. Mais tu le vois dans leurs yeux, elles sont excitées à l'idée que notre virilité, tu vois, soit confrontée à une autre virilité. Que vos bites se touchent. Par exemple, on peut le dire plus crûment. Mais exact, tout à fait. Alors ça, c'est un truc que les nanas aujourd'hui, elles adorent. Alors que nous, hommes, on vient du fantasme un mec, deux femmes. Mm. Bon, ça, c'était le grand truc des années 80, 90. Bon, un mec, deux femmes, bon, c'était le summum. Quand un gars avait réussi ça, alors tous ses copains le savaient. C'était ça. Ouais. Alors que maintenant, c'est l'inverse. Et ces femmes, aujourd'hui, prennent beaucoup de plaisir à se retrouver dans cette domination de la virilité masculine, et c'est elle qui la gère. Et alors, ça, c'est le côté amusant d'aujourd'hui, quoi. comment tu vis le jour où tu touches la bite d'un copain ? Ça se passe bien ? Tu remets pas en cause ton hétérosexualité ? Non, pas du tout. Alors là, c'est là où il faut être bien clair dans sa tête avant d'aller là-dedans. Faut pas se poser de questions. Et puis, quand tu sais où t'en es, bon. Parce que dans ce milieu-là, très facilement, tu peux basculer. Alors, quand je dis basculer... T'as jamais eu de relation avec un autre mec ? Non, jamais. C'est pas un truc qui t'a... J'ai dû me faire sucer dans une soirée, mais je l'ai pas vu que c'était un mec qui me suçait. C'est au moment où j'ai senti la moustache qui grattait, je me suis dit, quand même, la pression est un peu forte. Il y a peut-être un truc. Bon, après, tu regardes et tu dis, merde, c'est le mari, c'est pas la femme. Bon. Après, ça passe. Hein. De toute façon, c'est dans le noir. Oui. Ce qui est dans le noir reste dans le noir. Hein. Non, mais... Bon, c'est la seule aventure, c'est la seule fois où je me suis rendu compte que c'était un mec qui me suçait, pas sa femme. Bon. Non, mais t'aurais pu, tu vois, tomber sur un mec où tu te serais dit, tiens, en fait, j'ai du désir pour le corps de ce gars en particulier, quoi. Mais dans plein de soirées, alors les soirées privées plutôt, pas en club, hein, les soirées privées, où t'as un couple, bon, tu es en train de t'occuper de madame, et puis le mec, il se met à quatre pattes à côté, il me dit, bah, moi aussi, tu peux me prendre si tu veux. Bon, moi, c'est pas mon truc. Bon, je sais pas pourquoi, d'ailleurs, je le fais pas, mais... T'as jamais trop... C'est une bonne question, frère. Je me dis, pourquoi je le fais pas ? T'as jamais testé... Bah ouais. Non, j'ai jamais pénétré un mec, alors que des maris conciliants, j'en ai trouvé plein, qui voulaient que j'attrape le mari. Ouais. Bon, c'est pas mon truc, voilà. Je sais pas. D'ailleurs, c'est une bonne question. Pourquoi je franchis pas le pas ? Parce que c'est vrai que t'avais des opportunités. Parce que Puis au final, excuse-moi de te le dire comme ça, mais un cul est un cul. Ah, mais on est d'accord. De façon très... mais je suis d'accord avec toi. Je comprends tout à fait la bisexualité dans ce milieu-là. D'abord, on est, nous les hommes, très tolérants avec la bisexualité féminine, puisque, allez, je n'ai pas de chiffres, mais peut-être 80-90% des mecs, leur fantasme, c'est de voir leur nana avec une autre nana. Bon, c'est le fantasme masculin par excellence. C'est des chiffres qui viennent de ton expérience ? Ouais, moi j'ai vu, toutes les filles que j'ai connues étaient bi. Ok. Voilà. C'est pas une qui était pas bi, toutes. Voilà. Mais moi, c'était des bi volontaires. J'ai jamais connu de filles bi contraintes par le mari qui veut absolument que sa femme se fasse une nana. Parce que ça, j'en ai vu quand même dans des soirées où le mec, il veut, allez, vas-y, il pousse la tête de sa nana vers l'autre. C'est chiant, ça. Il y a des mecs, c'est leur truc, quoi. Ils veulent voir leur femme avec une autre nana, quoi. Bon, c'est leur truc. Moi, j'ai jamais vu... Enfin, je n'ai jamais pratiqué. J'ai toujours pratiqué avec des filles qui étaient bi, mais volontairement, quoi, qui le désiraient. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, chez les hommes jeunes, la bisexualité est quelque chose qui est rentré dans les normes.
Dans ma catégorie d'âge, non. Bi, c'était quelque chose déjà bien défini, quoi. Ouais, puis il y a un truc, je crois, où l'homosexualité était beaucoup moins tolérée, c'était beaucoup plus tabou. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est une insulte. Tu vois, aujourd'hui, Oui, c'était une insulte. les mecs de 25 ans, tu vois, qui se disent PD, c'est une insulte, bah non, c'est peu. Ah, c'est fini, ça. C'est un bon courant, quoi. Traiter un mec de con de PD, c'est pareil aujourd'hui. C'est plus une insulte, quoi. C'est plus une insulte. Par contre, la bisexualité aujourd'hui chez les hommes jeunes, tu la vois dans les clubs. C'est plus du tout. Ça fait partie de leur vie sexuelle aujourd'hui. Alors c'est peut-être une bonne évolution. Hein. Peut-être c'est la solution. Donc, ok. Donc, t'as jamais eu de problème particulier à toucher la bite d'un autre mec. Non, à ce niveau-là, pas de problème. Ça s'est jamais produit jusqu'à aujourd'hui. Hein. Bon, écoute. Maintenant, en sortant de chez toi, je vais réfléchir. Voilà. Tu peux poser des questions. Comme quoi. J'ai peut-être raté quelque chose. Dans un épisode qui n'existe plus aujourd'hui, j'ai un invité homo qui est venu me raconter que il était tombé sur un mec skater, tu vois, hyper beau, machin. Assez rapidement, ça se chope. Assez rapidement, il se retrouve dans une chambre. Il baisse le caleçon et en fait, c'est un vagin parce qu'en fait, c'était un mec trans, tu vois. Et là, il s'est dit, ok, bah, en fait, j'étais parti, let's go. Et il me racontait à quel point cette expérience lui avait changé. C'est génial, un vagin, quoi, tu vois, vraiment une vulve, un vagin, c'est fantastique, quoi. J'avais jamais vu parce que lui, il avait jamais couché avec d'autres meufs. Et ça lui a carrément remis en question sa propre vision, tu vois, de sa sexualité en se disant, mais en fait, peut-être que je suis passé à côté de plein de trucs, quoi. Je trouve que c'est intéressant, tu vois, de se dire, bah, et après tout, pourquoi pas, quoi. Après, bon. Si ce sera peut-être, tu couperas peut-être si c'est trop hard pour ton public. C'est jamais trop hard. Bon, j'ai vu des choses dans ce milieu-là. Dans les années 90-2000, j'ai vu des choses qui étaient beaucoup plus poussées qu'aujourd'hui. Bon, j'ai vu le BDSM, qui était quand même. Bon, c'est pas mon monde. Hein. J'y suis rentré. J'étais à des soirées BDSM. Fouetter une nana ou un mec toute une soirée, bon, franchement, je trouve ça lassant. Donc, et puis, il n'y a pas d'activité sexuelle, proprement dite. Donc, c'est tout intellectualisé. On est sur la douleur, la souffrance, la jouissance interne. Bon, c'est des choses que je connais pas. Ouais, ça t'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Bon, j'ai vu ça. C'est un monde qui existe. Hein. Il y avait un club à Paris, je ne sais même pas s'il est encore ouvert, qui était le seul club BDSM qu'il y avait dans Paris. J'ai vu des soirées zoophiles aussi dans Paris. Il y avait dans le 15e, entre autres, une adresse qui était très connue dans Paris, où le type avait un bar rouge qui était dressé pour ça. Bon. J'ai vu une nana sous un chien. Bon. Ok. Tout ça, c'est un délire. C'est des dérives. C'est des dérives. J'ai jamais compris les démarches intellectuelles de ces gens-là. Bon, je l'ai vu, hein, ça existe. Hein, ça existait dans Paris dans les années 2000. L'adresse était très connue dans le 15e. Mais bon, 15e ou 14e. Oui, ce que tu veux dire, c'est que c'est pas parce que tu es allé dans les milieux libertins que tu as exploré des tas de... Ouais, non, il y a des dérives. Hein. En Belgique, j'ai été à une soirée, par exemple, où il y avait de la pendaison. Les mecs se pendaient. Bon. Là, tu prends peur. Mais c'est pas ton truc. Ah non, le mec il se pend pour de vrai, quoi. Ouais. Alors bon, il a soi-disant l'éjaculation de sa vie. Ça peut être aussi la dernière. Donc il a intérêt à en bien profiter. C'est David Carradine qui est mort comme ça d'ailleurs. Ah, je ne savais pas. Ouais, il est mort comme ça. On l'a retrouvé pendu et apparemment c'était son truc. Ah, c'était son truc. Ah oui, tu vois, j'ignorais complètement. Un grand acteur pour ceux qui ne connaissent pas. Je me souviens de Carradine, tous ses films. Mais non, je ne savais pas qu'il fréquentait ça. Je l'ai vu en Belgique, dans une soirée en Belgique. Bon, alors, tu vois des choses... Par contre, ce qu'on voit de plus en plus maintenant, c'est les soirées Uro. Alors là, ça redevient très tendance. Ça. Le pipi. Ouais. Soirée Uro, là, il y a un truc là dans Paris en ce moment. Ok. Donc, soirée privée... Bon, tu vois les soirées qui dérapent en Euro. Les mecs qui ont des locaux aménagés, qui ont fait des grandes douches chez eux. Enfin bon, là, il y a un petit truc là en ce moment. Il y a un petit retour. Ok. Mais ça doit être un retour à l'enfance. c'est les tendances. Hein. Merci beaucoup, Samuel. Écoute, voilà. Merci de m'avoir reçu. C'était intéressant. Un grand merci à toi. Allez, à très bientôt.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit: comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend, et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de succès directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure, à partir de 6h du matin, dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.